bonsoir, c'est un plaisir de nous retrouver à nouveau sur le boulevard Montparnasse, encore une fois pour commencer nos nouvelles aventures littéraires. C'est ici que nous avons débuté l'année dernière avec Hemingway et c'est ici que nous allons retrouver notre cher D.H. Lawrence. Souvenez-vous, nous l'avons quitté à Taormine avec son amant de Lady Chatterley. Comme promis, la suite de ce grand scandale littéraire, c'est parti. You don't have to worry about Clifford and the castle and what they're gonna be saying about us down in Tavistock. It didn't matter then, and it sure. Après la Sicile, donc au tout début des années 1920, le couple Lawrence aura beaucoup voyagé. Il continuera sa route, bien sûr, vers le nord de l'Italie, l'Europe et puis même jusqu'au continent américain, le Mexique, les États-Unis, avant de revenir en Europe sur la fin des années 1920, notamment à Florence. C'est là que sera publiée la première version de L'amant de Lady Chatterley en 1928. Et cette première édition est assez décevante pour Lawrence. Il cherche autre chose, cela ne lui rapporte pas beaucoup d'argent et en plus beaucoup de copies sont distribuées sur le marché de manière tout à fait illégale. Mais à Florence, il rencontrera le couple Huxley. Aldous Huxley, le célèbre auteur du Meilleur des mondes, il acceptera leur invitation de les suivre jusqu'à Paris, où le couple Huxley a une petite propriété en banlieue parisienne du côté de Boulogne. Et ici, au 60 boulevard Montparnasse, s'est levé le Grand Hôtel de Versailles. Lawrence y aura séjourné pendant un mois et retravaillera son édition de L'amant de Lady Chatterley en y écrivant notamment une fameuse préface. La préface de l'auteur de L'amant de Lady Chatterley est un hymne à la liberté d'expression et au roman sans complexe et sans tabou. Malgré tout ce qu'on pourra dire, je déclare que ce roman est un livre honnête, sain et nécessaire aux hommes d'aujourd'hui. De nos jours, quand les hommes agissent sexuellement, la moitié du temps ils jouent un rôle. Ils agissent conformément à ce qu'ils croient qu'on attend d'eux. Au contraire, c'est en réalité l'esprit qui travaille, et le corps a besoin d'être provoqué. Quant à moi, je défends mon livre et ma position. La vie n'est acceptable que si l'esprit et le corps vivent en bonne intelligence, s'il y a un naturel équilibre entre eux, et s'ils éprouvent un respect naturel l'un pour l'autre. Alors aujourd'hui, le Grand Hôtel de Versailles n'existe plus et le 60 boulevard Montparnasse est un immeuble privé avec d'ailleurs porte close. Mais cette magnifique plaque, léguée d'ailleurs par la D.H. Lawrence Society, rappelle ainsi la mémoire littéraire du lieu et cette plaque ne manque pas d'ailleurs de susciter l'intérêt des passants et des passantes. Et donc c'est ici, dans la rue de l'Ambre, toujours dans le quartier du Montparnasse, que siégeait la maison d'édition d'Édouard Titus, l'éditeur qui republiera L'amant de Lady Chatterley en 1929. Une maison d'édition que Lawrence aura connue via notamment Sylvia Beach, la célèbre libraire qui a fondé la non moins célèbre Shakespeare and Company. Mais hélas, le séjour de Lawrence sera de courte durée. Seulement ce mois de 1929 lui aura permis de séjourner à Paris. Comme on l'avait dit en Sicile, la tuberculose, qui le ronge petit à petit, aura raison de sa santé et il ne pourra pas supporter le climat humide et pollué, déjà en 1929, de la ville de Paris. Il retournera donc vers d'autres horizons avant de s'éteindre l'année d'après. Malgré cette nouvelle édition beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus lucrative pour Lawrence, le roman sera toujours censuré aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. Il faudra attendre, comme on l'a dit, 1960 et un procès légendaire pour que les éditions Penguin Books puissent enfin publier tranquillement cette œuvre de Lawrence. Un procès qui est d'ailleurs formidablement raconté dans le documentaire assez récent de 2019, le procès de Lady Chatterley, réalisé par Mathilde Damoiselle. On peut y voir ainsi la guerre que menaient les procureurs de la Cour criminelle de Londres contre cette publication clandestine de L'amant de Lady Chatterley. Des critiques et des professeurs émérites d'universités anglaises viendront défendre la vision et la liberté de Lawrence et cela donnera finalement lieu à un acquittement et ce procès donnera un nouvel élan à la censure et à la littérature anglaise et bien sûr
aux éditions Penguins. Le livre de Lawrence deviendra bien sûr le succès et le classique que l'on connaît, à travers d'ailleurs certaines grandes adaptations cinématographiques. La première date d'ailleurs de 1955 par Marc Allégret, et autant que le livre, le film sera tout autant censuré. Mais de nombreuses autres adaptations se seront faites par la suite, notamment par Juste Jacquin, le célèbre réalisateur d'Emmanuel, ou encore très récemment, en 2022, par Laure Clermont-Tonnerre pour la plateforme Netflix, une adaptation très fidèle au roman, aussi bien dans l'histoire que dans les moments très tendancieux. Promise me you'll share our lives. I just want to be with you. If that's what you want. Et donc, semblable au procès de Baudelaire des Fleurs du Mal, de Madame Bovary, le procès de Lady Chatterley fait aussi date dans l'histoire de la littérature et de la censure, et prouve lui aussi qu'il ne faut jamais désespérer et ne jamais se laisser piéger par les critiques, même des hommes de pouvoir qui veulent absolument abolir le travail. Si l'œuvre a du mérite, le public saura toujours, tôt ou tard, le reconnaître. Interview terminée.